Une entreprise vend de l'eau en bouteille dans des régions sans eau potable. Elle est accusée de pomper des nappes phréatiques en Californie pendant la sécheresse. Elle commercialise du lait artificiel dans des pays pauvres en décourageant les mères d'allaiter. Et pourtant, cette entreprise est la plus grande société alimentaire du monde. Elle affiche 94 milliards de francs de chiffre d'affaires. Elle emploie 270 000 personnes dans 186 pays. Nestlé n'est pas tombée malgré ces scandales. Elle a prospéré. Et c'est précisément ça que personne n'explique vraiment. Dans cette vidéo, tu vas comprendre 3 choses. Premièrement, comment Nestlé a construit un empire en transformant des besoins humains fondamentaux en produits industriels. Deuxièmement, quelle décision stratégique lui a permis de survivre à des crises qui auraient tué n'importe quelle autre marque. Troisièmement, le mécanisme exact qu'elle utilise pour neutraliser ses adversaires plutôt que de les combattre. Et à la fin, je te révèle le détail que tous les analystes ont ignoré. C'est une décision prise en 1974 qui explique pourquoi Nestlé est encore debout aujourd'hui. Une décision qui n'apparaît dans aucun livre de business. Elle va changer ta façon de lire n'importe quelle crise d'entreprise. En 1867, un pharmacien suisse s'appelle Henri Nestlé. Il travaille sur un problème précis. Des nourrissons meurent en Europe parce que leurs mères ne peuvent pas allaiter. Il développe une farine lactée pour remplacer le lait maternel. Ce produit sauve des vies. Il crée une demande immédiate. Nestlé vend cette innovation dans toute l'Europe en moins de 10 ans. C'est le premier mouvement stratégique de l'entreprise. Identifier un besoin biologique. Le transformer en produit industriel. Créer une dépendance structurelle. Pas une dépendance psychologique. Une dépendance réelle, physique, quotidienne. Le nourrisson a besoin de manger chaque jour. Le parent doit racheter chaque semaine. C'est ce modèle que Nestlé va reproduire pendant 150 ans. En 1905, Nestlé fusionne avec Anglo-Swiss Condensed Milk Company. C'est la première consolidation majeure. L'entreprise comprend quelque chose d'essentiel dès le début. La croissance organique est lente, les acquisitions sont rapides. Elle ne va pas seulement vendre ses produits, elle va acheter les leaders de chaque catégorie. Milo en 1934. Nescafé en 1938. KitKat en 1988. Perrier en 1992. Le portefeuille gonfle par absorption. Chaque acquisition répond à une logique identique. Entrer dans un marché déjà validé, acheter la marque leader. Optimiser les coûts via les synergies. Puis déployer le réseau de distribution mondiale. Ce modèle fonctionne pendant des décennies. Puis quelque chose change. Une menace arrive. Et personne ne la voit venir. Dans les années 1970, une campagne internationale éclate. Des militants accusent Nestlé de vendre du lait maternisé dans les pays en développement. L'argument est précis. Les mères pauvres diluent le lait pour économiser. Les nourrissons sont sous-alimentés. Des milliers meurent. Nestlé nie. Elle continue à distribuer des échantillons gratuits dans les maternités. Elle habille des représentantes en uniforme d'infirmières. Elle met une pression commerciale massive sur les médecins. En 1977, un boycott mondial est lancé. Il dure 7 ans. Il touche 400 organisations dans 65 pays. C'est la première grande crise de réputation de l'histoire corporate moderne. Et voilà comment Nestlé répond. Pas en cédant, pas en s'effondrant, en faisant quelque chose de beaucoup plus calculé. Il y a pourtant une décision que les livres ne mentionnent jamais. Une décision qui a tout changé. En 1982, Nestlé crée le Nestlé Infant Formula Audit Commission. En français, une commission indépendante d'audit interne, dirigée par Edmond Muskie, ancien secrétaire d'État américain. L'objectif apparent est de vérifier sa conformité au code de l'OMS sur les substituts du lait maternel. Mais l'objectif réel est différent. Nestlé ne crée pas cette commission pour changer ses pratiques. Elle la crée pour institutionnaliser la conversation, transformer ses adversaires en interlocuteurs, les faire entrer dans un processus, les faire discuter de protocoles, de timelines, de définitions. Pendant ce temps, le boycott perd de l'énergie. Les militants se fragmentent. Certains acceptent le dialogue, d'autres refusent. La coalition se divise.
En 1984, le boycott est suspendu. Nestlé n'a pas résolu le problème fondamental. Elle a résolu le problème politique. C'est une distinction cruciale. Et c'est la même stratégie qu'elle va réutiliser face à chaque crise future. Regardons les chiffres. Entre 1977 et 1984, pendant les 7 ans de boycott, le chiffre d'affaires de Nestlé augmente de 9,5 à 14,6 milliards de francs suisses, soit une croissance de plus de 50%. Le boycott n'a pas freiné la croissance. Il a peut-être même renforcé la notoriété de la marque dans certains marchés. C'est un résultat contre-intuitif. Mais il s'explique. Nestlé opère sur des marchés très fragmentés. Les consommateurs engagés dans le boycott sont une minorité active. La majorité silencieuse continue d'acheter. Et les marchés émergents, Asie, Afrique, Amérique latine, ne sont pas touchés par le boycott occidental. La stratégie géographique protège l'entreprise. Ce que les militants attaquent à Genève, Nestlé le vend à Jakarta. Les acquisitions continuent pendant la crise. L'entreprise rachète Carnation en 1985 pour 3 milliards de dollars. C'est à l'époque la plus grande acquisition de l'histoire du secteur alimentaire. Carnation apporte Friskies, Coffee Mate, Contadina. Nestlé double sa présence aux États-Unis. Elle diversifie son risque géographique. Elle réduit sa dépendance à l'Europe. C'est ce qu'on peut appeler la stratégie du portefeuille blindé. Quand un marché brûle, les autres continuent. Quand une marque est attaquée, 100 autres avancent. La résistance de Nestlé n'est pas idéologique. Elle est architecturale. Voilà la bombe annoncée au début. En 1974, avant le boycott, avant la crise, Nestlé prend une décision discrète. Elle restructure son actionnariat pour rendre les prises de contrôle hostiles quasi impossibles. Elle crée 2 catégories d'actions. Les actions aux porteurs, accessibles aux investisseurs étrangers. Les actions nominatives, réservées aux résidents suisses, avec des droits de vote renforcés. Ce système blindé lui permet de résister aux pressions extérieures. Aucun fonds militant, aucun investisseur activiste, aucun État étranger ne peut prendre le contrôle. La direction garde les mains libres pendant les crises. Elle peut absorber les critiques sans être forcée de changer de cap. En 1988, sous pression européenne, cette structure évolue partiellement. Mais le principe reste. Nestlé a compris avant tout le monde qu'une crise de réputation est gérable. Une perte de contrôle actionnarial est fatale. Elle a protégé ce qui menaçait vraiment son existence. Ce n'est pas une leçon éthique. C'est une leçon d'architecture d'entreprise. 3 principes stratégiques sortent de cette histoire. Le premier s'appelle la monétisation du besoin primaire. Nestlé ne vend pas des produits de confort, elle vend des réponses à des besoins biologiques. Nourrissement du nourrisson, hydratation, énergie quotidienne via le café. Quand tu construis ton business, identifie ce que ton client ne peut structurellement pas arrêter d'acheter. Ce n'est pas la fidélité émotionnelle qui construit une empire. C'est la dépendance fonctionnelle. Le deuxième principe s'appelle la dilution de la crise par le processus. Face à une attaque, Nestlé ne se défend pas frontalement. Elle crée des commissions, elle ouvre des dialogues, elle intègre ses adversaires dans des structures de formel. Le processus épuise l'énergie militante. Si tu gères une crise, transforme tes opposants en participants. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la mécanique institutionnelle. Le troisième principe s'appelle le portefeuille comme armure. Nestlé n'est pas une marque. C'est un système de marques. Aucune attaque unique ne peut détruire le système entier. Diversifie tes actifs. Pas uniquement par précaution, mais parce que la diversification t'autorise à prendre des risques plus élevés sur chaque position individuelle. Nestlé est encore aujourd'hui la cible de dizaines de campagnes. Sur l'eau, sur le sucre, sur le travail des enfants dans la filière cacao. Les critiques sont réelles, les pratiques sont documentées, mais l'entreprise continue. Elle adapte ses discours, elle lance des gammes biologiques, elle publie des rapports de durabilité, elle ne change pas de modèle, elle change d'emballage, et les revenus continuent. C'est maintenant que tu dois te poser une vraie question. Pas sur Nestlé, sur toi. Est-ce que ton business, ton projet, ta carrière sont construits sur un besoin réel et récurrent ?
ou sur une préférence que ton client peut abandonner demain? Et quelle crise de réputation es-tu en train d'ignorer en pensant qu'elle ne te touche pas encore? Quelle entreprise veux-tu que j'analyse dans la prochaine vidéo? Et si tu avais été à la tête de Nestlé en 1977, est-ce que tu aurais eu le sang-froid de ne pas céder?